Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bienvenue dans ce journal du 16 septembre 2021, dont voici les principaux titres. Le Burundi est encore loin d'être un état de droit dans le pays. Il y a une persistance de violations graves des droits de l'homme dont certaines pourraient constituer des crimes contre l'humanité, selon le président de la commission d'enquête sur le Burundi que vous allez suivre au début du journal. Et la limitation du plafond des montants des chèques en compensation décidée il y a une semaine par la BRB démontre l'insolvabilité financière du gouvernement du Burundi. Analyse d'un expert en économie à suivre également au cours de cette édition. Et cet enseignant burundais réfugiés au camp d'Onduta ont été suspendus de leurs fonctions par l'ONG IRC. Ils sont accusés de passer à tabac leurs élèves. Vous allez le suivre également à la fin de cette édition. Les détails, c'est tout de suite. Commençons par la page droits de l'homme. Le Burundi est encore loin d'être un état de droit. La commission onusienne d'enquête sur le Burundi note une persistance de violations graves des droits de l'homme dont certaines pourraient constituer des crimes contre l'humanité. Malgré les quelques améliorations, les experts de l'ONU concluent que le Burundi ne cherche pas jusque-là à s'acquitter de ses obligations en matière du droit international sur les droits de l'homme. Suivez Doudou Diène, c'est le président de la commission d'enquête sur le Burundi. C'était lors d'une conférence de presse animée ce matin. En ce qui concerne la question importante également de l'état de droit. L'état de droit sérieusement détérioré depuis des années, continue de s'éroder, malgré la volonté affichée du président Ndayishimiye de le restaurer. La Constitution, les lois et les procédures ne sont pas respectées. Des autorités autorisent des transgressions telles que l'absence de déclaration de biens par les mandataires publics ou le non-respect des quotas ethniques au sein de certaines institutions étatiques. Des autorités prennent des décisions en dehors de leur domaine de compétence et sans respecter les procédures établies. Par exemple, le limogeage collectif immédiat des comptables communaux et des percepteurs de Bujumbura Mairie par le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Des décisions légales ne sont pas exécutées, notamment des décisions judiciaires de remise en liberté. En ce qui concerne maintenant la question que la Commission a soulevée et mise en lumière, les facteurs de risque extrêmement importants. L'analyse de la Commission démontre que plus d'un an après l'investiture du président Ndayishimiye, en raison notamment de l'absence de réformes structurelles, les 8 facteurs de risque, des 8 facteurs de risque communs d'atrocités criminelles perdurent, même si certains indicateurs ont évolué. Par exemple, le facteur de risque numéro 2, relatif à l'impunité pour les violations graves des droits de l'homme, récents et passés, et le facteur de risque numéro 3, lié à la faiblesse générale des structures de l'État, notamment du système judiciaire, ni impartial ni indépendant, sont des facteurs de risque structurels qui demeurent telle quelle. La Commission souligne également l'absence préoccupante de facteurs ambiants, ça c'est le facteur de risque numéro 6, en raison de la fermeture de l'espace démocratique et du refus des autorités de dialoguer et de coopérer sur les questions relatives aux droits de l'homme. En conclusion, la Commission regrette que la situation des droits de l'homme au Burundi n'ait pas évolué de manière clairement satisfaisante depuis l'investiture du président Ndayishimiye. La Commission note la persistance de violations graves des droits de l'homme, dont certaines pourraient constituer des crimes contre l'humanité, et également de la fermeture de l'espace démocratique et du refus persistant des autorités burundaises de dialoguer sur les questions des droits de l'homme. Les belles paroles, les quelques gestes d'ouverture et décisions enregistrées jusqu'à ce jour sont bienvenus, mais nous ne permettent pas, en tant que commission indépendante, de considérer que le Burundi cherche à s'acquitter de ses obligations en vertu du droit international des droits de l'homme.
Françoise Hampson, également membre de cette commission onusienne d'enquête sur le Burundi, a ajouté que le pays a seulement connu un changement de dirigeants, mais pas de régime, d'où cette persistance de violation des droits humains selon elle. Cette enquêtrice regrette que leurs recommandations ne sont pas suivies par tous les concernés, ce qui, estime-t-elle, aurait aidé à changer la donne. Suivez Françoise Hampson. Il y a eu beaucoup de changements et d'évolutions dans la situation, mais en ce qui concerne les violations des droits de l'homme, il y a une persistance de violations, il y a une évolution dans les auteurs, une évolution en ce qui concerne les victimes, mais les modes opératoires ont continué à être à peu près les mêmes. Alors, il y a à la fois une évolution, mais une continuation en même temps. Et ça, c'est pas étonnant. À travers nos rapports, dans tous les rapports, on a donné des recommandations très précises pour tous les acteurs qui s'intéressent au Burundi, c'est-à-dire surtout le gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui est responsable pour le respect des droits de l'homme, la protection des droits de l'homme et pour livrer une situation compatible avec les droits de l'homme. Mais aussi nos recommandations ont adressé la société civile, les autres pays, les pays qui veulent travailler avec le Burundi, la communauté internationale en tant que telle, et si on donnait effet à nos recommandations dans le court terme ou à mi-terme ou long terme, ça pourrait avoir un changement dramatique au Burundi. Parce que ce qui manque actuellement, c'est un changement structurel. Sans changement structurel dans le fonctionnement de l'État, par exemple en ce qui concerne le système judiciaire, en ce qui concerne le financement de l'État, sans ce changement structurel, on ne peut pas parler de garantie des droits de l'homme. C'est arbitraire, ça dépend de la volonté du président. S'il a envie de vous relâcher, vous êtes relâché. Mais ça, c'est pas un système d'État de droit. Et jusqu'ici, nous avons vu aucun changement au plan structurel. Cette commission onusienne d'enquête sur le Burundi termine son 5e mandat. Le rapport final de cette 5e année sera présenté le 23 septembre prochain au cours de la 48e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui a débuté ce lundi. Un militaire des ex-forces armées burundaises a été enlevé dimanche dernier au quartier Mutakura, zone Chibitoke, commune Nahangwa, à mairie de Bujumbura. Ses voisins indiquent qu'il a été enlevé par des militaires qui seraient venus du camp Muzinda, situé dans la province Bubanza. Éloge divin Remesh. Ce militaire avec ses femmes enlevées est connu sous le nom de Méthode Manirambona. C'était un sous-officier. Notre source au quartier Mutakura révèle que dimanche dernier, Méthode Manirambona est allé comme à l'accoutumée à la 6e avenue chez un certain Désiré. Quelques minutes après, ses amis ont vu des militaires cagoulés à bord d'un véhicule pick-up l'embarquer. Notre source fait savoir que depuis ce jour, sa famille l'a cherché dans presque tous les cachots sans succès. Méthode est parti dimanche. Il est allé à la 6e avenue à Mutakura chez Désiré, puis un véhicule pick-up est arrivé. Il s'est pointé à l'entrée et les militaires qui étaient à bord de ce véhicule sont entrés, puis ils ont pris Méthode seulement et ont confisqué ses téléphones. Ils l'ont ensuite jeté dans ce véhicule, puis ils ont commencé à le piétiner. Ce pick-up serait du Kamuzinda. Méthode ne s'intéresse pas à la politique, nous ne connaissons pas la cause de son enlèvement. Jusqu'à présent, nous ne savons pas où il se trouve. Il n'était plus militaire depuis quelques temps. Il faut au moins que nous sachions où il se trouve pour que nous suivions son cas. Nous ne savons pas s'il est encore en vie. Sa famille ne sait pas à quel sens se vouer. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Floribert Biyereke, le porte-parole de l'armée burundaise, mais sans succès. La conférence épiscopale du Burundi dit être indignée par les actes de meurtre et par empoisonnement devenus très répandus au sein de la population burundaise. Dans une déclaration à l'issue de la session ordinaire des évêques catholiques du Burundi de ce mois de septembre tenue au grand séminaire Saint-Paul II de Gitega, le président de la dite conférence, Monseigneur Joachim
Nhaondereye a indiqué que ces actes sont source d'insécurité, d'incohésion sociale et de criminalité dans le pays. La conférence des évêques catholiques du Burundi déplore également la persistance de la corruption et de l'injustice ainsi que la banalisation de la pandémie de Covid-19. Suivez plutôt Monseigneur Joachim Nhaondereye, c'est le président de la conférence des évêques catholiques du Burundi. Ku byerekeye ubuzima bw'igihugu abepiskopi baranegura ko igiturire n'akarenganyo bikiriho ahatari hake. En ce qui concerne la vie du pays, les évêques catholiques du Burundi regrettent que la corruption et l'injustice persistent au Burundi. Ils se sont concertés, ils sont très inquiets de la propagation à grande échelle de la pandémie de Covid-19 presque partout sur le territoire du pays. Ils demandent énergiquement à tous les citoyens de se réveiller et de prendre conscience que cette pandémie n'épargne personne. Ils les exhortent à observer toutes les mesures barrières que les autorités préconisent. Les évêques déplorent également que le meurtre par poison s'est disséminé dans tout le pays. Cela provoque une anxiété permanente chez beaucoup de personnes et de la méfiance les uns envers les autres. Certains s'accusent abusivement et d'autres encore sont exécutés, soupçonnés de faire partie des gens qui empoisonnent leurs prochains. Les évêques regrettent profondément surtout que les chrétiens sont parmi les personnes qui commettent ces crimes. Ils lancent donc un appel à tous ceux qui s'adonnent à ces actes abominables d'abandonner ces agissements affreux car seul Dieu a le droit de reprendre la vie humaine. Voilà, c'est Monseigneur Joachim Nhaondereye, le président de la conférence des évêques catholiques du Burundi. Tout de suite, nous parlons justice. Le président de la République recevra désormais des recours pour des jugements qui ont épuisé toutes les voies de recours, y compris la révision. Annonce faite par son porte-parole dans un communiqué de ce mercredi. Le président Evariste Ndayishimiye a également exhorté la population burundaise à se familiariser avec la procédure judiciaire afin de ne pas brûler les étapes. Les détails avec Emmanuel Niungeko. Dans un communiqué de ce mercredi 15 septembre 2021, la porte-parole du président de la République, Evelyne Butoyi, indique que le président de la République, à travers le Conseil supérieur de la magistrature, porte à la connaissance de tous les Burundais qu'il ne reçoit que des recours sur les décisions judiciaires dénoncées, mais qui ont épuisé toutes les voies de recours, y compris la révision. Il est porté à la connaissance de tous les citoyens, burundais et étrangers, que le président de la République, à travers le Conseil supérieur de la magistrature, ne reçoit que des recours sur décisions judiciaires, c'est-à-dire des arrêts et jugements, dénoncés mais qui avaient été coulés en force de la chose jugée, c'est-à-dire des jugements rendus dans les différents cours et tribunaux, y compris la procédure de révision pour des décisions manifestement mal jugé. Le président Evariste Ndayishimiye exhorte aux Burundais de se familiariser avec la procédure judiciaire et les lois en vigueur au Burundi. Le chef de l'État exhorte vivement ses compatriotes à s'imprégner des procédures et lois en vigueur au Burundi et à veiller au strict respect de l'ordre judiciaire, car toutes les instances judiciaires sont complémentaires. La loi organique numéro 1/02 du 23 janvier 2021 portant modification de la loi organique numéro 1/13 du 13 juin 2019 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, dans son article 3, donne au Conseil supérieur de la magistrature le droit de contrôler la qualité des jugements, arrêts et autres décisions judiciaires dénoncées ou portées à sa connaissance, ainsi que leurs mesures d'exécution et de statuer sur les plaintes concernant les mal jugés manifestement coulés en force de la chose jugée. Le président de la République, le président de la Cour suprême et le ministre de la Justice sont respectivement président, vice-président et secrétaire de ce conseil, en même temps membres permanents. À propos justement de ce Conseil supérieur de la magistrature, le président de la commission d'enquête sur le Burundi indique que les pouvoirs nouvellement octroyés à cet organe prouvent que le régime Ndayishimiye œuvre également dans le sens de retirer l'indépendance au système judiciaire. Doudou Diène dénonce l'instrumentalisation du judiciaire par les politiques. Suivez Doudou Diène. Les autorités burundaises ont enfin reconnu certains dysfonctionnements du système judiciaire qui avaient été relevés par la Commission dans ses rapports précédents, notamment la prévalence de la corruption. Cependant, les mesures prises pour adresser ces défis sont pernicieuses sur le long terme, puisqu'elles remettent en cause
le principe même de l'indépendance de la justice et vise à renforcer le contrôle de l'exécutif sur le judiciaire. Par exemple, le Conseil supérieur de la magistrature, présidé par le chef de l'État, sera chargé de contrôler la qualité des décisions judiciaires et leurs mesures d'exécution et pourra prendre des mesures de redressement. Fin de citation. Les autorités ont multiplié les menaces de destitution de magistrats. En revanche, les questions d'interférence politique et d'instrumentalisation politique du judiciaire n'ont jusqu'à présent pas été adressées. Il n'y a aucune avancée significative dans la lutte contre l'impunité. Les autorités persistent, en effet, à nier les violations des droits de l'homme commises depuis 2015. Voilà, c'est Doudou Diène, le président de la commission de l'ONU d'enquête sur le Burundi. Les enseignants de la deuxième année qui terminent leur formation de mise à niveau réclament leur per diem promis par la PADESCO qui a organisé et préparé cet atelier. C'est au moment où ils viennent de passer en vain tout un mois dans l'attente de cet argent. Les détails avec Marie-Ange Irakoze. Ces enseignants de la deuxième année indiquent que cette formation a duré 14 jours et qu'on leur avait promis 25 000 de per diem par jour. Et ces enseignants de dire qu'ils ont été étonnés lorsqu'on leur a obligé de signer un autre contrat stipulant qu'ils auront 20 000 francs burundais par jour et montant qu'ils n'ont empoché qu'à moitié, comme l'un d'entre eux témoigne. Nous avons un problème. Tous les enseignants de tout le pays qui enseignent en deuxième année primaire, on a été formés depuis le 2 août jusqu'au 15 de ce même mois, c'est-à-dire durant 14 jours. On nous a fait signer un contrat de per diem de 20 000 francs par jour et on aurait été payé 280 000, mais ils nous ont donné la moitié le 8 août. Cette mise à niveau a été organisée par l'organisation PADESCO, mais révèle nos sources, depuis qu'ils ont touché la première tranche au mois d'août, ils n'ont plus rien reçu. Ça fait déjà un mois que nous attendons la deuxième tranche. Ce per diem était octroyé par l'organisation PADESCO Shishikara. On a attendu depuis le 8 août, mais en vain. Ces enseignants demandent au ministère de l'Éducation de les aider à obtenir leur dû, surtout que les formateurs, de même que les maîtres et responsables, eux, ont déjà été rétablis dans leurs droits. La mauvaise gestion, les détournements et le clientélisme qui s'observent dans les sociétés étatiques burundaises sont les principales causes de la faillite de ces sociétés. Propos du président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques Olicom, Gabriel Roussiri, se base sur la faillite annoncée par les employés de la compagnie de gérance du coton au Burundi, Cogerco en sigle. Le gouvernement, au lieu de mettre en place les principes de gestion et les défendre, le gouvernement met plutôt en place un système de médiocrité qui favorise le vol généralisé de ces sociétés parce que, comme vous le savez, les gestionnaires de ces sociétés proviennent de l'État, plus particulièrement, ce sont des militants des partis politiques qui sont recrutés sur les bases du clientélisme, du favoritisme. Vraiment, il n'y a aucun critère objectif qui est suivi pour nommer les gestionnaires de sociétés publiques. Ça, c'est vraiment un handicap majeur en matière de gouvernance de ces sociétés. Raison pour laquelle ces sociétés sont souvent en difficulté financière et en termes de rendement, ces sociétés ne parviennent pas à satisfaire les besoins des citoyens, mais surtout satisfaire leurs missions de création. Étant donné que l'audit comptable et financier de la Cogerco qui a déjà commencé va coûter 350 millions de francs burundais, une somme supérieure au capital social de cette société, Gabriel Roussiri parle de malversations économiques opérées par les dirigeants du pays qui en tirent beaucoup de gains. Par rapport à la question que vous venez de citer, dans
un cabinet d'audit qui a été recruté pour l'ORICOM. Il est clair que ce genre de cabinets, ce sont des cabinets qui émanent même de ces individus qui sont en train de dilapider les sociétés publiques. Donc, un montant de 350 millions de francs bouts, ce montant me rappelle la fusion de Sobgeya et Air Burundi, le cabinet BSPA qui a été recruté pour auditer, mettre en place les outils de gestion, la nouvelle société de la compagnie aérienne burundaise. Le gouvernement lui a donné un montant de 350 millions, ce qui a été un vol organisé de ces sociétés. Deuxièmement, pourquoi le gouvernement favorise cela? Je viens de le dire, c'est parce que les individus qui représentent le gouvernement ont des intérêts personnels. Ils volent. Voilà la cause de tous ces problèmes. Voilà, c'est Gabriel Roussiri, le président de l'OLUCOM. Je vous le disais dans les titres, la limitation du plafond des montants des chèques en compensation décidée ce 8 septembre par la Banque de la République du Burundi démontre l'insolvabilité financière du gouvernement du Burundi. Analyse d'André Nikugize, expert en économie, qui explique qu'il s'en est suivi une incapacité de la Banque centrale à rembourser en monnaie locale les banques commerciales après la carence de devises susceptibles d'accroître les importations. Suivez plutôt André Nikugize, spécialiste dans le domaine de l'économie. La mesure de limiter le montant des chèques en compensation vient suivre d'autres mesures prises concernant les devises étrangères. En principe, dans la loi financière nationale ou internationale, il n'y a pas de limite de montant pour un chèque en compensation aussi longtemps que celui qui émet le chèque a des fonds suffisants sur son compte pour couvrir le montant du chèque. D'habitude, c'est le mode de paiement qui est préconisé plutôt que d'utiliser le cash. Évidemment, pour le cas du Burundi, ce n'est pas étonnant car depuis plusieurs années, le Burundi est en récession financière. Depuis que les partenaires de développement du Burundi ont réduit les montants de l'aide, le Burundi s'est rabattu sur l'endettement intérieur qui aujourd'hui représente plus de 70% de la dette totale du Burundi et qui reste la principale source de financement de l'administration. L'État comptait pour rembourser cette dette des banques sur les ressources fiscales, mais ces dernières n'arrivent pas, étant donné que la majeure partie des ressources fiscales venaient des recettes d'importation et que le Burundi n'a plus de devises pour importer. Par conséquent, l'État ne sera pas en mesure de rembourser les crédits auprès des banques commerciales et de la BRB. Or, cet argent, c'est l'argent des déposants. Notons que le Burundi ne peut plus s'endetter auprès des institutions financières internationales puisqu'il est classé en insolvabilité financière. Par conséquent, ce n'est plus un problème de liquidité de devises, mais également de liquidité des francs burundis. L'expert André Nikugize explique cette décision par la volonté de l'État de contrôler le flux de la monnaie locale qui pourrait provoquer une panique au sein des déposants. Cette situation crée une panique générale auprès des déposants. D'une part, ils ne peuvent pas bénéficier de devises pour importer et payer les biens et services extérieurs. Et d'autre part, leurs épargnes sont utilisées pour financer les dépenses de l'administration sans garantie de remboursement par l'État. Et par conséquent, ces déposants vont vouloir soit retirer des montants importants de monnaie locale et chercher des devises sur le marché parallèle pour importer des marchandises et payer les services extérieurs, ou avoir des devises et thésauriser leurs avoirs dans les maisons. Alors l'État, en prenant ces mesures, veut contrôler le mouvement de la monnaie locale, comme il l'a déjà fait pour l'emploi des devises, et cela dans l'objectif de juguler cette panique qui s'instaure auprès des déposants, auprès des banques commerciales. L'expert en économie André Nikugize intervient après que la Banque centrale ait fixé ce 8 septembre 2021 le plafond des montants des chèques en compensation à 15 millions de francs burundais. Une courte pause et nous abordons le secteur du transport en commun. RPA.
Les usagers des bus de transport en commun reliant Bujumbura aux provinces de l'intérieur du pays s'indignent du mauvais service offert par certaines agences qui opèrent dans ce secteur. Le manque de contrôle technique des véhicules de ces agences et l'incompétence de la police de roulage seraient les principales causes de multiples cas d'accidents routiers. Onésime de Chimagize. La plupart de ces véhicules de transport en commun qui montent à l'intérieur du pays sont en mauvais état. Selon certains usagers qui se sont entretenus avec la RPA, à part que certains véhicules se trouvent dans un état hors d'usage, ceux qui sont encore neufs ne sont pas contrôlés techniquement. Le phénomène de corruption qui caractérise certains agents de la police de roulage accentue les accidents selon certains usagers qui parlent de suicide, le fait de voyager à bord de quelques-uns de ces véhicules aujourd'hui. Se déplacer à bord de ces véhicules, surtout ceux de l'agence Memento, serait synonyme de se suicider. Beaucoup de personnes sont mortes ces derniers jours dans des accidents parce que ces véhicules ne sont pas soumis à un contrôle technique régulier. Il arrive des cas où le chauffeur s'arrête en cours de route et quand on lui demande pourquoi il s'arrête, il répond que le véhicule a un problème de freinage. Le respect des heures de départ ne sont plus une priorité pour certaines agences, comme l'agence Memento. Les passagers qui allaient monter à partir de 13 heures, par exemple, se voient retardés jusqu'à 15 heures et sans aucune explication. Cela a comme conséquence les absences ou les retards au travail pour ceux qui travaillent à l'intérieur du pays, comme l'indique un des usagers de ces bus de transport en commun. Souvent on s'absente au travail ou bien on y arrive trop tard suite au dysfonctionnement de cette agence. Cela nous cause des ennuis avec nos employeurs. Ils nous donnent souvent des lettres de demande d'explication. Vraiment, ces véhicules de l'agence Memento est un problème pour nous. Les usagers de ces véhicules de transport en commun demandent aux autorités habilitées de prendre des mesures qui s'imposent à l'endroit des agences qui ne respectent pas la loi, afin de réduire le nombre de victimes des accidents de roulage. La rédaction de la RPA a essayé de joindre les responsables de l'agence Memento, mais sans y parvenir. La situation est presque la même à Bujumbura, la capitale économique du pays, à part la rareté et l'état de délabrement dans lequel se trouvent bon nombre de bus. Même la vétusté des routes ne facilite pas ce secteur du transport en commun. Les détails avec Dani Claire et la Troumva. Dans la ville de Bujumbura, le transport public fait également face à de nombreux problèmes comme l'insuffisance des bus. Les usagers du transport en commun indiquent qu'ils sont parfois en retard à leur travail et qu'ils arrivent tard la nuit à leur domicile. Le problème, c'est le manque de bus qui déplacent les gens. Même le matin, la plupart des travailleurs sont en retard à leur boulot à cause des embouteillages et c'est la même chose quand ils sont de retour de leur travail. Le mauvais état des routes en est aussi pour quelque chose. Imaginez, tu peux arriver à l'Aérébus, tu peux arriver à l'Aérébus depuis 17h et tu arrives chez toi à 20h30. C'est vraiment dommage. À part l'insuffisance de ces bus, la plupart d'entre eux sont usés. Souvent, les passagers se disputent avec les convoyeurs à cause de l'état des sièges de ces bus qui déchirent parfois leurs habits. Les sièges de ces bus sont en très mauvais état. Ils déchirent souvent les habits des passagers et ces derniers se disputent souvent avec les convoyeurs et n'ont même pas de l'équilibre car ils sont cassés. Et quand tu oses demander tout cela à un convoyeur, il te demande de descendre, arguant qu'il va avoir un autre client. En plus, ces bus tombent souvent en panne en cours de route et tout cela ne fait que retarder les passagers. Pire encore, selon ces passagers, c'est que lors des contrôles, la police ne cesse de dire que ces véhicules sont en bon état à cause des points de vin que les chauffeurs de ces bus leur donnent. Clôturons cette édition par cette information en provenance du camp d'Onduta en Tanzanie où 7 enseignants burundais réfugiés dans ce camp ont été suspendus de leurs fonctions par l'ONG IRC chargée du secteur éducatif dans ce camp au moment où cette ONG accuse ces enseignants de battre leurs élèves. Leurs collègues rejettent en bloc ces accusations et parlent plutôt de persécution. Les détails avec Eloge Kwizera. Ces 7 enseignants burundais qui ont été suspendus de leurs fonctions prestent à l'école primaire du cas d'Onduta. Et les collègues disent avoir été surpris d'apprendre cette mesure de suspension quelques jours seulement après la rentrée scolaire 2021-2022.
Selon ces enseignants, les accusations portées par l'ISE à l'endroit de leurs collègues sont sans fondement. Mercredi de la semaine dernière, le responsable adjoint du chargé des ressources humaines au sein de l'IRC s'est pointé vers 8 heures avec cette lettre. Il a alors signifié à ses enseignants qui sont suspendus pour avoir bastonné leurs élèves et que pour cela, ils ne toucheront plus de paye. Cela nous a beaucoup surpris. Ce qui a fort étonné ces enseignants, c'est que même les responsables hiérarchiques de l'école ne sont pas au courant de ces faits relatés par cette ONG. Nous avons été surpris par ces accusations émanant de Tanzaniens, alors que ni le directeur de l'école et ses adjoints, ni la coordination de l'école, encore moins l'inspection de l'école, n'est pas au courant de ces faits. C'est vraiment dommage. L'autre fait qui prouve que cette décision est injuste pour suivre les mêmes enseignants, c'est que parmi les enseignants suspendus, il y a un qui n'a dispensé aucun cours l'année dernière. Ce qui nous le plus frustrait, c'est qu'il y a un enseignant nouvellement engagé qui fait partie des personnes suspendues alors qu'il n'a pas encore dispensé de cours. Nous trouvons que c'est une autre forme de persécution envers les réfugiés burundais. Les enseignants d'Ika Donduta demandent aux personnes habilitées de rétablir dans leurs droits leurs collègues car suspendus abusivement. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 16 septembre 2021. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'était Émile Niwasumba à la présentation. Au revoir.